Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus une fois de plus très nombreuses pour cette séance du festival Chéri Chéri. Donc aujourd'hui, c'est la troisième séance organisée par le 7e genre en collaboration avec le festival. Donc le 7e genre programme les séances dites patrimoine ou matrimoine, c'est-à-dire des films qui ne sont pas ni des avant-premières ni des nouveautés. Et l'idée est de vous proposer ou des films, alors au Ciné-Club le 7e genre que j'anime et que je programme depuis 10 ans au Brady, sont des œuvres plutôt rares, très rares, voire inédites, toujours du patrimoine et qui questionnent les genres et les sexualités minoritaires. Pour le festival, je ne vais pas dire que L'Homme blessé est un film inédit, c'est plutôt un film culte, mais on avait envie de vous le faire découvrir ou redécouvrir en copie restaurée, et surtout avec cette possibilité toujours de faire un débat après la projection, un échange avec un certain nombre de personnes, de spécialistes, et voilà. Et aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est que pour le débat, on va avoir Jean-Hugues Anglade, donc l'acteur principal, qui va nous rejoindre après la projection, donc pour le débat. On a également Renato Berta, le célèbre directeur de la photographie, qui a beaucoup travaillé sur plein de films, et notamment sur L'Homme blessé, qui connaissait très bien Patrice Chéreau. Il a participé à plus de 120 films, aussi bien travaillé avec Louis Malle, Visconti, Fassbinder, Éric Rohmer, enfin voilà, on ne peut pas tous les citer tellement il y en a. Voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir l'accueillir. Et on aura également le plaisir d'accueillir Jean-Marie Charuot, qui a été l'assistant personnel de Patrice Chéreau pendant une quinzaine d'années, qui donc l'a connu très bien, et a aussi supervisé la restauration de ses œuvres et l'édition en DVD. Donc je pense que ça sera vraiment très intéressant de pouvoir dialoguer avec lui également. Donc on aura à peu près 20-25 minutes de temps de débat après la projection. Donc avec ces trois invités, ça va passer très vite. Mais on essaiera de faire court et dense. Et d'ici là, voilà, je vous laisse découvrir donc L'Homme blessé 1983. Donc troisième film de Patrice Chéreau après La chair de l'orchidée et Judith Verpauve. Mais lui-même le disait, son premier film en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est son premier film très personnel, où il aborde directement la question de l'homosexualité. Et on en discutera tout à l'heure, c'est un film qui à l'époque avait fait polémique. Donc c'est co-scénariste Hervé Guibert. Ils ont mis plus de 6 ans à écrire et à faire, je crois qu'il y a eu 13 versions du scénario, donc pour vous dire que ça a vraiment beaucoup évolué. Donc ça, on reparlera de ça tout à l'heure. C'est un film qui a évidemment fait beaucoup polémique à sa sortie, vous verrez pourquoi en le voyant. C'est un film, donc 83, on est juste avant l'explosion du sida. C'est une époque où on voyait quand même très peu de films, voire quasiment pas de films en France, sur une question centrale de l'homosexualité, surtout vécue de manière pas forcément évidente. Mais on reparlera de tout ça tout à l'heure. Dernier petit mot, donc on aura une autre séance 7e genre en partenariat avec le festival Chéri Chéri, mais qui ne sera pas au MK2, qui sera avec un autre partenaire qui est le Tango, vous connaissez peut-être, on avait déjà fait 2 tables rondes la semaine dernière. Et donc on aura une séance mercredi 27 novembre à 20h30 avec un film alors là, qui n'a rien à voir avec L'Homme blessé, Vegas in Space, qui est un film complètement current et queer de 1991. Et donc là on sera dans une ambiance un peu plus festive, musicale, et on accueillera Romain Brault, que vous connaissez peut-être de chez Madame Arthur, ou qui est un acteur, performeur. Voilà, et donc ça sera une soirée, on va dire, plus festive. Le 27 novembre. Et pour ce qui est le 7e genre, donc cette fois-ci retour au Brady, notre ciné-club habituel, le lundi 9 décembre à 20h30. Et alors là, on est vraiment aussi aux antipodes, avec Dortoir des Grands de Henri Decoing, 1953, avec Jean Marais qui fait ses débuts, enfin pas ses débuts, mais disons, qui est encore un jeune acteur en devenir. Et pourquoi le Dortoir des Grands au 7e genre vous le verrez si vous venez le 9 décembre. Avec nous. Voilà, donc on est très éclectique dans nos choix de films, et surtout on a toujours un débat après, ce qui sera le cas tout à l'heure, parce qu'on pense que le cinéma de patrimoine et matrimoine, c'est pas que du passé, c'est aussi du présent, et la recontextualisation me semble aussi très importante, et pouvoir échanger avec des acteurs de l'histoire du cinéma, parce que les mémoires, les archives, c'est aussi quelque chose de vivant. Voilà, j'arrête, je vous laisse voir le film, à tout à l'heure.
Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, on va maintenant avoir un temps de débat. Donc Jean-Hugues Anglade est arrivé, donc je pense qu'il va pouvoir le faire rentrer dans la salle. Et je vais demander aussi à Renato Berta, Jean-Marie Charuot de nous rejoindre également pour la discussion. Ouais. Voilà, bah Jean-Hugues Anglade, merci d'être venu. Renato Berta, qui est le chef opérateur. Un homme blessé. Merveilleux chef opérateur. C'est bien, c'est bien. C'est bien, voilà, c'est le donc moment. on va avoir une vingtaine de minutes pour échanger. Donc, je vous donne le micro. Peut-être d'abord à Jean-Hugues qui va pouvoir, voilà, et Renato aussi. Oui, il ne fait pas son âge. Il ne fait pas son âge, c'est comme moi. Voilà, exactement. Je vais peut-être commencer par vous. Alors, je vous laisse vous installer 2 minutes, mais je me dévêtis un peu parce que avec ce temps, ouais. la crève. Donc voilà, comme Jean-Hugues Anglade a eu le rôle principal et c'était vraiment un film très important pour vous, je crois. Alors dans l'histoire, il est censé avoir 19-20 ans, mais dans les faits, il avait plus, mais comme il ne faisait pas son âge, voilà. Et comme il ne faisait pas son âge, bah, c'est vrai qu'on y croit vraiment l'adolescent du film. Et oui, alors, comme je disais tout à l'heure, le scénario a été maintes fois remanié, 13 fois si je me souviens bien. Donc le film a commencé à être écrit avec Hervé Guibert, les premières notes datent de 1975, et le tournage a eu lieu en 82, donc vous imaginez tout le processus qu'il a pu y avoir. Ah oui, et donc voilà, je vais vous laisser... Toute petite parenthèse par rapport à ces notes que je vais lire à la Bibliothèque nationale de France avec un garçon du français qui s'appelle Alexandre Pavlov, qui sont les lettres de correspondance des notes entre Patrice Chéreau et Hervé Guibert. Donc ça va être assez intéressant. Vous pouvez nous donner la date? Alors la date, c'est début décembre, mais je ne sais plus quand. Je sais qu'on a une répétition, mais c'est une lecture devant une centaine de personnes à la Bibliothèque nationale de France. C'est très intéressant, un peu hermétique, mais très intéressant. Et donc, oui, donc vous concernant, en fait, je crois que vous connaissiez Patrick Chéreau, vous l'aviez vu, enfin, vous aviez fait sa connaissance quelque temps avant, et racontez-nous un petit peu ce processus voilà, d'avoir été intégré à ce projet, et le tournage, bien sûr, aussi. Donc d'abord, bonjour à tout le monde, et puis merci d'être venu voir une comédie un dimanche. Vraiment, voilà, c'est le film idéal. C'est léger, là. Pas très gai. Mais... je veux dire, moi, je l'ai revu il y a une dizaine d'années. Et puis, je me suis posé la question si j'allais le voir aujourd'hui. Puis, je me suis dit non, ça allait me mettre dans un mood un peu... Voilà. Je suis quand même encore très, très touché par ce film. Et c'était mon premier film. Et donc, le seul avantage qu'il y a à voir des films qui ont 30 ou 40 ans de distance que vous avez fait, c'est qu'en fait, on a tellement changé qu'on se prend pour quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est vachement plus agréable parce qu'on se découvre d'une manière plus objective. On dit, ah tiens, il est intéressant, ce garçon, il est touchant. Parce qu'en fait, on fait vraiment... il y a vraiment cette espèce de distance comment dire, Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, Renato. Ah mais si. Je découvre... j'ai un peu l'impression que c'est la première fois que je le vois, tu vois ce que je veux dire. C'est parce que la distance est telle que... Bon, je me suis occupé un peu de la restauration.
D'accord. Et d'ailleurs, Oui, ça on en parlera après. il y a des choses qui sont très très mal faites, mais enfin bref. Ah bah ça on en parlera. Aussi. Oh, tu prends le micro. Restauration, restauration. Ça ne dépend pas de toi, justement. Et donc, oui, alors à la fois une question... Oui, par exemple, excusez-moi, j'ai pas répondu à la réponse à Patrice Chéreau, mais c'est la même chose par rapport à je pense aussi par rapport à la rencontre entre Patrice et Renato, parce que je veux dire, à travers ces notes que j'ai pu découvrir récemment, je veux dire, il y a un tel questionnement de Patrice, une telle analyse de Patrice par rapport à ce film, à ce qu'il devrait être à l'époque, cette discussion entre Hervé Guibert et Patrice est vertigineuse. Et donc, ma rencontre, elle est presque anecdotique à côté. Patrice, je l'ai rencontré parce que j'étais amoureux de son théâtre. Je l'ai connu à l'époque de la dispute. On a ensuite sympathisé. Il était un peu, fermé. Et puis, il avait un petit côté star à l'époque, un peu Mick Jagger, côté bad boy, mélange entre bad boy et Mick Jagger. Enfin, j'aimais bien sa modernité et puis son romantisme aussi. Il y a un grand romantisme, mais un romantisme dur à l'allemande. Noir, voilà. Et dans lequel il se reconnaissait d'une certaine manière. Je l'ai connu petit à petit. Je suis allé à Bayreuth, j'ai vu son travail à l'opéra. J'ai vu évidemment ses films, j'ai vu ses opéras à Paris, Loulou, je sais plus quoi d'autre. Et puis on a sympathisé, jusqu'au jour où il m'a proposé de jouer le personnage d'Henri dans L'Homme blessé. Voilà, personne ne me connaissait, c'était mon premier film. Et donc, excusez-moi, je suis mal élevé, je ne m'adresse pas à vous. Et donc, j'ai fait, j'ai même pas fait d'essai, on a fait une lecture simplement comme ça, avec, deux autres acteurs qui avaient été pressentis pour jouer les rôles que tient, le rôle que tient Vittorio Mezzogiorno, donc le personnage de Jean. Et puis voilà, après, on est parti à Lyon, et puis on a commencé à voyager entre Lyon et Paris, des lieux de Lyon, la gare des Brotteaux, et puis des lieux parisiens, tout ce qui était un petit peu, glauque, des toilettes publiques et tout ça dans la gare du Nord. À l'époque, il faut savoir que l'homosexualité était quelque chose encore de très tabou et de c'était proche de la normalité, quoi. Voilà. Maintenant, avec Patrice, on s'est lancé dans cette aventure et on a fait 52 jours de tournage, c'est-à-dire 10 semaines. 52 jours, j'en ai eu un de repos. Et ça, je m'en souviendrai toujours parce que je me suis dit à cette époque, j'étais naïf, j'étais un peu angélique, et je me suis dit que ce serait le seul film que j'allais faire parce que Chéreau allait tellement prendre de moi, il allait tout prendre et qu'il n'y aurait pas d'autres metteurs en scène qui me demanderaient pour d'autres films. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de m'adresser aussi à Renato parce que Renato, ça fait peut-être 15 ans que je ne l'ai pas vu et 40 ans qu'on a tourné ce film. Et j'ai le souvenir de quelqu'un de merveilleux qui avait arrêté de fumer à l'époque. Je ne sais pas si oui, il avait arrêté de fumer. Il a tenu le coup. Était très et en plus, je me souviens de son élégance. Il était très élégant. Il était un chef opérateur avec une chemise blanche. Et j'ai toujours ça. Non, mais oui. J'ai remarqué, et je remarque toujours, parce que je fais encore des films, eh bien, je remarque souvent que les chefs opérateurs, certains cadreurs, sont super soignés, sont hyper soignés au niveau vestimentaire, et prennent soin de leur image. Et ça leur donne beaucoup de distinction. Voilà. Et ça apporte quelque chose au plateau. Ça apporte une classe. Voilà. Alors justement, parlant d'élégance et de classe,
bon, c'est vrai que vous avez remarqué qu'effectivement, enfin, la photo est quand même assez exceptionnelle, extraordinaire. Donc, je voulais savoir comment vous aviez travaillé justement avec Patrice Chéreau, qui est avant tout un homme de théâtre et d'opéra, sur ce travail sur la lumière qui donne cet aspect halluciné au film. Oui, ce que tu n'as pas dit tout à l'heure à propos des repérages que tu avais faits, c'est-à-dire que la gare, ici c'est une gare, et en réalité il y a au moins 5 lieux différents. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 2 gares. Il y a la gare du Nord, où il y a les plans les plus larges, et il y a la gare de Lyon, il y a la gare de Brotteaux, et il y a Villeurbanne. Il y a Villeurbanne. Villeurbanne aussi, les toilettes de Villeurbanne. Oui. Et voilà, donc pour nous, je vous assure que c'était pas évident à l'époque. Mais c'est supposé se passer à Lyon de toute façon, hein, le film. Oui. A priori, non? On ne sait pas trop en fait, c'est pas si clair. C'est pas, voilà. pas très très défini, malgré le fait qu'effectivement, les plans quand tu arrives sur les rails et tout, certainement, quand tu pars de chez toi, c'était Lyon là. C'était Lyon. Enfin bref, donc pour nous en tout cas, c'était assez acrobatique. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'on ne tournait pas en numérique, mais en pellicule. C'était en pellicule en 35 mm. On tournait dans une gare qui n'était pas que pour nous. Oui. Je dis, on volait les plans, oui. On volait des plans, on a quand même volé des plans pas mal. Gare du Nord surtout. Voilà, Gare du Nord, surtout quand il était seul. Quand il était seul, un peu perdu dans la gare. On tirait son gilet. Là, on les a volés. Et donc, c'est vrai que là, il y a une complicité entre nous qui était vraiment formidable. Enfin, évidemment, Patrice, avec la bénédiction de Patrice, on définissait des parcours. Oui. Et puis, hop, il fallait. Et écoute, si tu rencontres quelqu'un, là c'était Patrice, si tu rencontres quelqu'un, on ne sait jamais ce qui se passe d'ailleurs, et un monsieur, on sait vraiment qu'il te regarde comme ça, et qu'il a laissé. Aujourd'hui, c'est plus possible ça. C'est impossible. C'est-à-dire que déjà, légalement, tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas filmer dans la rue comme ça, surtout dans une gare. Alors, là, si tu mets les pieds dans une gare maintenant, tu es fusillé sur place, tu vois, c'est fini ça. Et c'était un film quand même, n'oublions pas que c'était quand même grâce, excusez-moi, hein, c'est peut-être un peu technique, non, grâce à l'arrivée d'une pellicule très sensible. Très sensible, voilà. C'est ça justement. Souviens-toi qu'on avait tourné des essais, tu étais là dans les essais qu'on a fait en 16 mm, peut-être pas. Pas dans les essais qu'on a fait à la gare. Moi, je pense que si. Je pense que je souhaite. Peut-être, mais peut-être pas. Oui, je souhaite plus. Bref, on avait tourné des essais pour essayer cette pellicule et c'était des premiers objectifs. Bon, là, c'est un peu technique, des premiers objectifs à grande ouverture. Où il y avait grande ouverture, ça ouvrait tellement qu'il y avait, pour filmer les comédiens, il y avait une profondeur de champ très très limitée. Et souviens-toi qu'on disait rapproche-toi de Bosemont, très souvent, parce qu'on n'arrive pas à avoir le point sur tous les deux. Quoi. Donc techniquement, c'était pas évident, hein, je vous assure que. Non. Mais il y a eu une certaine cohérence qui s'est installée, et ça vraiment, il faut le dire, c'était grâce à Patrice, qui l'a tout orchestré, cette cohérence et cet équilibre entre une technique quand même qui n'était pas évidente, des comédiens, c'était pas évident. Non, c'était des débutants. Moi, j'étais un débutant. Oui. Mais donc, je ne savais pas ce qu'il fallait véritablement apporter dans le personnage. Oui. Je le jouais avec sous le regard de Patrice et j'attendais un petit peu, comment dire, une réponse de sa part par rapport à ce que je proposais. Et juste une parenthèse à ce propos-là. Donc, Anne disait tout à l'heure, donc pour Patrice, il considérait ce film comme son premier film en quelque sorte. Et c'est vrai que moi, il m'a toujours raconté que c'est avec ce film-là donc qu'il a vraiment appris à faire du cinéma. Et toi, tu disais, Jean-Luc, que c'était ton premier film, mais Renato, donc qui avait déjà fait un certain nombre de films comme directeur de la photo. C'est quasiment le premier film en France que tu fais. Oui, c'était pratiquement le premier film. Parce que l'essentiel, avant, c'était des documentaires. Travailler avec les Suisses avant.
Loretta J'ai tourné des documentaires avec les résultats, parce qu'il y a une énergie folle. Moi, quand je revois à chaque fois le film, je trouve qu'il y a une énergie folle et puis ça essaye plein de choses, donc, et ça les transforme d'ailleurs pas mal. Et je trouve qu'il y a une vitalité comme une très grande jeunesse à tous les niveaux, que ce soit dans le filmage, donc dans la mise en scène ou dans l'interprétation. Et je me dis, en tout cas je me raconte que c'est certainement lié au fait que c'était pour vous tous presque donc, une première expérience, une toute première, donc à différents niveaux, mais quand même une toute première. Ouais. Et très intense. Avec une implication qu'on sent, mais totale, quoi, des uns et des autres. Très intense, parce qu'il faut parler du fond aussi. Oui, le fond. Oui, alors justement, ça vous a pas fait peur parce qu'en premier Si, rôle, ça m'a fait très peur. Et vous avez Ça quand m'a même, fait très peur. surtout à l'époque. Il y a un jour, j'ai dit à Patrice, écoute Patrice, cette scène-là, on va la tourner, et c'était la scène du baiser, tout ça, j'ai été, bon, je ne suis pas homosexuel, mais moi j'ai vécu le film comme un messager de l'amour universel. Il n'y avait pas de barrage, de barrière par rapport à ça. Mais simplement c'est pas ma nature véritablement profonde. Et donc, un jour, j'ai dit à Patrice, tu crois qu'on va tourner la scène, etc. Et il me dit, bien sûr qu'on va la tourner. Il me dit, t'as lu le scénario, t'as signé, donc tu tournes. Bon, d'accord, ok. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut pas oublier, pardonnez. Oui. Il faut oublier, c'était quand même le grand plaisir de filmer les comédiens. oui. Hein, ça, c'était quand même essentiel pour Patrice, Ah oui. mais pour nous aussi, parce que soit de toi être filmé, soit de Bosman, comment il s'appelle Roland Bertin, il est génial dans le film, il est merveilleux. Et ça, cette notion de plaisir, lui, il était très content. Oui. Toi, peut-être un peu plus fragile, mais assez intrigué. Ah, moi, j'étais assez anxieux, oui. Oui, mais enfin, on t'aimait quand même, hein, je dis, Non, comme comédien, Non, mais tu as dit... quantité de plaisir, et je pense que ça se sent à l'écran quand même. Ça, tu vois. Je dis qu'on n'était pas là comme à travailler à la poste, nous, en tout cas. Avec tout respect que j'ai pour les travailleurs de la poste. Non, puis il y avait aussi de la part de Patrice, moi pour avoir connu Patrice plus tard, donc, mais aussi pour avoir beaucoup parlé de lui, moi il se trouve que c'est la première fois quand j'étais adolescent que je vois donc un couple de garçons qui s'embrassent à l'écran, et ça a fait beaucoup, ça crée un moteur considérable pour m'amener jusqu'à rencontrer Patrice, puis ensuite travailler avec lui, et toutes les années donc, pendant lesquelles je l'ai fréquenté, c'est-à-dire une vingtaine d'années en tout, où on a beaucoup parlé aussi de l'adolescence, et quand on est gay, donc, et quand on a les premières expériences, et surtout donc, à son époque à lui, mais aussi à la mienne, qui n'est pas toute proche, et où lui se confiait sur sa difficulté donc, à aller vers les autres, en général, et en particulier vers les hommes. Et je trouve que là, donc, il y a une confession de sa part. Je trouve certainement, même... Ça fait plus de 10 ans que Patrice est mort maintenant. Il a fait 10 films, il a fait 34 mises en scène donc, au théâtre. J'ai vu une grande partie de ses mises en scène au théâtre, j'ai vu tous ses films. Mais c'est certainement le film, ça reste donc l'œuvre dans laquelle donc, il se livre le plus et dans lequel donc, je pense qu'on approche le plus Patrice donc, tel qu'il l'a été donc, jusqu'à sa mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est un film, c'est le plus autobiographique. Et en plus, il soulève quelque chose, un thème qui est un thème très, voilà, dont il est très proche, et évidemment, et en même temps, il ne se reconnaissait pas comme porte-parole, porte-drapeau de la communauté homosexuelle. Et surtout avec ce sujet. Oui. Là, il était quand même sur Oui, un terrain un peu fragile lui-même. Hein, comme je disais à l'époque, c'était pas, voilà, ça n'a pas été facile. Enfin, au niveau de la réception, les critiques étaient bonnes, le film est allé à Cannes, au Festival de Cannes.
Mais c'est vrai Quand même. qu'il y a eu un petit peu le même mais oui, il y a eu quand même un petit peu un effet cruising en français, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, Cruising avait fait scandale, le film de Friedkin en 80, et L'homme blessé en 83 a eu un petit peu aussi les mêmes retombées, c'est-à-dire que la communauté gay de l'époque n'a pas forcément pris ce film qui effectivement est très autobiographique. Enfin, je veux dire, il raconte son histoire, il a tout à fait le droit, et c'est tout à fait légitime pour un artiste de C'est pas tout à fait son histoire. non, pas son histoire, mais autobiographique dans le ressenti de ce Oui. tu dis sur Dans cette son rapport à- difficulté ouais. peut-être Et à c'est vrai aller vers que les autres. ce qui peut heurter. Non, c'est pas autobiographique. ça, c'est pas- Non, mais ce qui peut heurter, c'est la. Il ne s'est pas prostitué. Je dis On l'a découvert. c'est dans le- On l'a découvert. Mais non, mais ce qui peut heurter, donc, et encore maintenant quand on voit le film, il y a la violence des rapports, donc, et le fait que ça n'arrête pas de se cogner, quoi, physiquement, donc ça se cogne. Et je pense vraiment, donc, fondamentalement, que Patrice, donc, à cet âge-là, donc à l'âge du héros de L'homme blessé, à l'âge de 15-16 ans, il savait pas, donc, en tout cas c'est ce qu'il racontait, il savait pas donc comment aller vers les autres, donc, et il savait pas faire autrement que se cogner, quoi, et devenir donc devenu brutal donc avec l'objet du désir, et que la tendresse donc lui était complètement étrangère. J'en parle très bien. Et ça, c'est vrai que ça a été un sujet d'incompréhension totale. Je rappelle que des gens donc de ma génération, pour le coup, et qui en pleine jeunesse donc, se sont ouverts à la sexualité avec l'apparition du sida, en ont voulu rétrospectivement à Patrice, donc, en le faisant un très mauvais procès, en disant que c'était une préfiguration du drame qui allait frapper la communauté homosexuelle, en associant la mort, la violence, donc le sang, donc, au rapport donc, entre hommes. Et ça a valu donc, des débats, donc, mais très, très, très forts et parfois très violents pour lui, mais jusqu'à la fin de sa vie quasiment. Hein. C'est quelque chose qui l'a beaucoup poursuivi. Et c'est vrai que la communauté gay, donc j'aime pas le mot communauté, mais en tout cas le milieu gay, n'a pas été tendre avec lui donc, pendant très longtemps à ce sujet-là, donc, et sur L'homme blessé, par rapport à L'homme blessé en particulier. En estimant qu'il avait, oui, il associait trop donc le rapport entre hommes à de la violence, à la mort, donc et alors que c'était tout autre chose que Patrice voulait raconter. Et, Oui, vous mais, savez comme moi. Quoi. Patrice, il aimait associer des choses à la noirceur quand même, d'une certaine Ah, oui, manière. oui. Bon, même s'il voulait un soleil, hein, parce que je me souviens qu'il avait refusé que le personnage d'Henri se suicide à la fin, parce que ça le gênait qu'il avale tous les cachets. Alors il dit non, il en avale seulement quelques-uns pour dormir 2-3 jours, c'est tout, à côté de son chéri. Mais il est clair que le film, bon, nous on raconte des anecdotes autour du film, enfin pas des anecdotes, mais enfin on développe des grands thèmes comme ça, à l'époque c'était comment dire très courageux de faire un tel film, c'était très courageux de comment dire de le défendre et je me souviens de l'humeur dans laquelle, du climat dans lequel étaient, comment dire, les gens, la société à cette époque, à un moment où l'homosexualité était tabou et où en parler, c'était quand même véritablement un acte de courage. Alors, même si effectivement c'est pas un plaidoyer pro-homosexuel, etc., c'est quand même un film où on prend à bras le corps, on dit la vérité sur des êtres qui cherchent, qui se cherchent. Et ce jeune garçon de 17 ans, il dit à un moment donné, j'ouvre la fenêtre et je dis, il faut que je sorte. Il faut que je sorte. Et c'est à partir de là que voilà, son aventure commence et son apprentissage de la vie commence. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que donc, je suis bien conscient de la différence. Enfin,
du temps qui a passé, les 40 ans qui ont passé, où maintenant, comment dire, c'est tout à fait naturel maintenant que de rencontrer, comment dire, des couples homosexuels, moi-même, mon propre fils, un de mes propres fils est homosexuel, donc je veux dire, aujourd'hui, c'est vécu d'une façon complètement différente, mais à l'époque, c'était encore une douleur, quoi. Et c'était encore un secret, c'était encore une cachette, c'était encore un péché. Donc, ce film est important pour ces raisons-là. C'est qu'il a eu le courage, il a eu les couilles, c'est le cas de le dire, de se concrétiser à ce moment-là, dans les années 80. C'était vraiment oui, vraiment très courageux. Alors, comme d'habitude, c'est toujours trop court. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle phrase de conclusion pour ce petit échange, parce qu'effectivement, c'est toujours très intéressant de voir comment un film qui a 40 ans a pu être reçu à l'époque et peut être reçu aujourd'hui avec l'évolution de la société et voilà, du contexte politique, économique, social, parce qu'effectivement, 1980, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, c'était cette période où on a dépénalisé, alors non pas l'homosexualité, mais les relations sexuelles en dessous de 21 ans, c'était 21 ans qui passaient à 18 ans. Donc voilà, et c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de chemin pour que d'autres films ensuite donnent des représentations plus diverses de l'homosexualité, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut probablement voir ce film avec moins de, comment dirais-je, de rancœur par rapport au fait de montrer une certaine homosexualité noire, la prostitution, la violence, puisqu'on voit aujourd'hui bien d'autres choses. Si vous voulez prolonger le débat avec nous, on va aller au cirque à côté, le café qui est partenaire du festival. Donc voilà, comme c'est toujours trop court, n'hésitez pas à nous rejoindre. Rendez-vous pour la dernière séance donc, du 7e genre au tango le mercredi 27 novembre. Là, vous allez rigoler un petit peu plus. Hein. Vegas in Space, là, on est dans une autre dimension. À bientôt. Il n'y a pas de présentation. On a que ça.